On y va. Bon allez, je vais vous parler de radioamateurisme. Eh ben déjà là c'est de l'amateurisme. Ça marche bien plus. Bon, on va faire avec la touche. Loisir moi qui m'occupe un petit peu, qui est quand même très lié à l'informatique et un petit peu aux Apple II, puisque je vous en parlerai un petit peu après. Mais l'Apple II a contribué vraiment à faire évoluer le radioamateurisme parce que ça avait amené l'informatique dans une station de radioamateur avec tout un tas de fonctionnalités nouvelles. Je dirais même que ça a mis un pas, comment on va dire, un step supplémentaire dans le radioamateurisme parce que ça a amené la communication des modes digitaux, ça a mené la gestion des fichiers du radioamateur, parce que là, le radioamateur a quand même besoin de gérer des fichiers, donc ça a amené énormément de choses dans le radioamateurisme. Et le ZX81 était là un petit peu avant, qui avait amené déjà pas mal de choses au radioamateurisme, mais l'Apple II, je pense, a vraiment amené quelque chose d'intéressant, à savoir le stockage de fichiers sur disquette. Parce que si on regarde bien, c'est vraiment le premier appareil, dites-moi si je me trompe, mais c'est vraiment, pour moi, avec l'expérience que j'en ai eue, c'est vraiment le premier appareil qui a amené le stockage de fichiers sur disquette et la possibilité de récupérer facilement des choses écrites. Donc, étant donné qu'un radioamateur a besoin de garder beaucoup d'informations, notamment il a une obligation de présenter à la demande de l'administration son carnet de trafic dans lequel il va enregistrer tous les contacts qu'il a fait avec les pays étrangers. Eh bien, ça permettait d'avoir un traçage plutôt que sur un papier sur lequel on rature. Ça permettait d'avoir un traçage très complet. Donc, vraiment, l'Apple II a amené beaucoup au radioamateurisme. Voilà. Donc, pour vous parler du radioamateurisme, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est une activité scientifique, parce que c'est vraiment une activité très scientifique, il y a beaucoup de choses à savoir. Alors, c'est peut-être pas accessible à tout le monde en peu de temps, mais ça, je pense que ça aide à... Enfin, moi ça m'a fait très tôt, même avant de faire des études d'électronique, ça m'a fait très tôt bouillir le cerveau, parce qu'il y a tout un tas de choses à comprendre, tout un tas de choses à savoir. Pardon, je suis sorti du champ de l'écran. Tout un tas de choses à savoir. Et vraiment, c'est quelque chose de captivant. Voilà. Et ça ouvre, en plus, non seulement à l'électronique, mais ça ouvre à la géographie, ça ouvre aux langues étrangères, notamment l'anglais, parce qu'être radioamateur sans connaître l'anglais, avoir quelques bases d'anglais, c'est difficile, puisqu'on va discuter avec les pays étrangers. Donc en général, l'anglais est très utilisé par le radioamateurisme. Donc c'est vraiment un loisir scientifique, vraiment bouillonnant. Voilà. Donc l'acquisition, c'est ce que je disais un petit peu, c'est les techniques, domaine radioamateurisme et humaine. On en parlera un petit peu plus tard, puisque je vous parlerai du radioamateurisme dans beaucoup de domaines. Donc je vous parlerai de ce film de Christian Jacques, juste un petit peu. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. Oui, mais je sais qu'il y a un radioamateur dans la salle aussi. Si tu veux apporter des pierres à l'édifice, n'hésite pas. Alors, qu'est le radioamateurisme qu'est le radioamateur, pardon. Déjà, malheureusement ou heureusement, je dirais certainement heureusement, c'est un point important, on est tenu de passer une licence de radioamateur. C'est un genre de permis de conduire, d'accord, qui donnera l'autorisation d'émettre. On va attribuer un indicatif au radioamateur qui devra indiquer normalement au début de chaque transmission et à la fin de chaque transmission. Par exemple, je dois dire appel de F4CZD, Foxtrot 4, Charlie, Zulu, Delta. Il faut que ce soit intelligible, d'accord. Il faut vraiment que mon correspondant, même s'il y a du brouillage, même si la liaison n'est pas très bonne, comprenne aisément mon indicatif
pour pouvoir éventuellement me répondre s'il en a. Voilà. Donc on va passer un examen, et cet examen valide un minimum de connaissances qu'il est nécessaire de connaître pour pouvoir faire fonctionner correctement sa station, pour éviter de faire des bêtises qui brouilleraient les autres, gêneraient les autres. Oui, Antoine? Est-ce que la licence est perpétuelle? Oui, oui, elle est à vie. Elle est à vie. On pouvait la suspendre auparavant pour ne pas payer une taxe qui était de 45 € par an. Et maintenant, la taxe n'est plus perçue parce qu'elle coûtait trop cher à l'État d'être perçue. C'était tout un tas de taxes qui ont été supprimées en début d'année. La seule chose, moi, qui m'inquiète dans le fait de ne plus payer cette taxe, c'est peut-être la seule taxe que j'ai toujours aimé payer, c'est que pour moi cette taxe donnait une légitimité à ma station. La légitimité d'installer un pylône, de mettre des antennes, ça rendait ma station vraiment officielle. Alors que maintenant, j'ai moins l'impression auparavant d'être une station officielle. Justement, pardon, d'un point de vue station, installation, y a-t-il des obligations, des contraintes liées au, je sais pas, au voisinage? Oui, absolument. On est tenu de filtrer son secteur, donc il faut acheter un filtre secteur qui, l'émetteur pouvant émettre par l'antenne, peut brouiller. Alors on a beaucoup de chance parce que beaucoup de choses sont passées en numérique, notamment la télévision. Donc il faut savoir que la télévision était extrêmement brouillée 20 ans en arrière. Maintenant, étant donné qu'on est passé sur la TNT en mode numérique, il y a peu de chances de brouiller la station. Petite anecdote intéressante, parce que je me suis intéressé, alors je ne suis radioamateur licencié officiellement que depuis un peu plus de 20 ans, mais quand j'étais jeune, quand j'étais petit, je me suis intéressé très tôt au radioamateurisme, ça m'a vraiment... Alors, il faut savoir aussi qu'il y a plus de 30 ans, c'était plus compliqué de passer sa licence de radioamateur. Quand moi je l'ai passé sur un Minitel, ne riez pas, mais c'était bien sur un Minitel. Et ils avaient, on va dire, assoupli. Alors que passer sa licence il y a pas longtemps, c'était un niveau assez élevé. Donc je ne l'avais pas passé à cette époque-là. Et donc j'avais quand même un appareil de radioamateur que je détenais après l'avoir déclaré. Et c'était pas l'appareil de radioamateur qui... il va y avoir plein de portables d'occasion avant. Et c'était pas mon appareil de radioamateur qui brouillait la télévision, mais mon père regardait la télé espagnole et j'avais un compatible Apple II dont avait parlé René, notre président, qui était un AVT2 que j'avais acheté dans un magasin de matériel radioamateur. Et quand je mettais le on de mise en service, et ben ça brouillait, ça faisait une espèce de moirage sur la télévision espagnole. Donc j'avais interdiction, c'était l'Apple II qui brouillait, c'était pas le matériel radioamateur. Et ça venait du fait que je pense que l'alimentation n'était pas... il n'y avait pas ces fameux RIFA qui sont là pour ces condensateurs qui explosent, qui n'étaient pas là pour filtrer le secteur, puisque c'est la fonction de ces condensateurs. Voilà. Alors maintenant on peut les enlever, puisqu'il n'y a plus tous ces problèmes de brouillage, mais à cette époque-là c'était indispensable. Voilà, et si j'avais acheté un Apple II, officiel, ça ne serait pas arrivé. Oui. Parle plus fort, s'il te plaît. Sur l'histoire de la légitimité, ouais. À partir du moment où tu as un identifiant qui t'a été attribué, ouais. qui est unique, ouais. Il te confère en fin de compte cette légitimité. Oui. Tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit en tout cas. Enfin, c'est pas le fait de payer qui va rendre moins officiel, je pense, ton installation. Si tu veux, auparavant, si par exemple ma voisine était venue rouspéter enfin, c'est peut-être une impression que j'ai moi, mais en payant, je payais une redevance, si tu veux, une forme de redevance. Et j'aurais pu lui dire, t'as qu'à appeler la NFR, l'Agence nationale des fréquences, et je suis radioamateur, et tu me rappelles. Parce qu'on est venu... C'est comme si, en fait, payer te dédouaner de certaines responsabilités, quoi. C'est un peu... Oui, mais
Enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais si tu veux, on m'a accusé à 2 reprises de brouiller, alors que ce n'était pas moi qui brouillais, c'était vraiment pas moi qui brouillais, et j'aurais pu lui dire, bah, écoute, t'as qu'à aller voir la NFR et tu verras. Et une fois, j'avais été obligé de convoquer la NFR pour bien faire valider le fait. Sauf que si c'est plus la NFR, j'imagine que ce sont des gens comme l'ARCEP, ainsi de suite, qui gèrent ces problématiques-là. Oui. Donc il y a toujours de toute façon une autorité tutélaire vers laquelle se retourner. Oui, que tu ne payes pas. Oui, absolument. Bon, enfin, c'est bizarre, mais on en a parlé, on en a parlé beaucoup. Voilà, c'était dire, ben, je donne ma contribution, mon vol, et ça rendait, enfin, j'avais l'impression que l'examen, bon, il y a toujours cet examen, mais l'examen plus le paiement de la taxe donnait une légitimité. Voilà. Et ce qui permettait d'être dans une certaine élite. Oui, c'est vrai, oui, mais elle est... L'examen continue en fin de compte à absolument. Cette position privilégiée. Absolument, mais c'est pas une élite, mais j'estime que quand tu l'as eu la licence, ça veut dire que tu as... Parce qu'il y a des gens pour qui l'électronique n'est pas un métier, l'informatique n'est pas un métier, la radio n'est pas un métier, et en fin de compte, ça veut dire qu'ils ont bossé pour comprendre ce qu'ils vont faire et trafiquer, puisqu'on parle de trafic sans le terme n'est pas péjoratif, hein, c'est le trafic radio, ils ont bossé pour trafiquer et ne pas faire de bêtises, ne pas brouiller les autres. On parlera de brouillage après, parce que tu peux très facilement brouiller les autres, embêter les autres, et donc il y a des choses à savoir pour ne pas brouiller les autres, pour ne pas brouiller les télévisions du voisinage, voilà. Et normalement, si tu es radio amateur, alors ça c'est très contestable maintenant, il y avait une espèce aussi de code de conduite, c'est l'esprit OM, où normalement tu te mets au service des gens, tu aides. Je me rappelle, pardon, de ton prénom. Robert, pardon. Robert est vice-président, m'a dit, de la DRASEC. Et donc, si tu veux, quand tu es radio amateur, tu fais, par exemple, comme le fait Robert, de l'assistance à la recherche de personnes après crash d'avion. Après, il y a une... Par exemple, alors j'avais été très vexé parce que on a eu la ZF à Toulouse, on avait tous été durement touchés par AZF. Moi j'ai eu de très gros dégâts par AZF, mais mon antenne était toujours présente et ils avaient coupé tous les téléphones. Et j'aurais été susceptible, moi, pour rassurer mes parents, j'ai appelé un radio amateur, d'accord? Ce radio amateur a fait le relais, et il a appelé mes parents pour dire Philippe est à Toulouse, ça va, il a été touché par un ZF, mais ça va, il n'y a pas de problème. Donc c'est quand les téléphones sont coupés, quand les systèmes de communication classiques sont coupés, eh bien, il reste encore la radio, parce que ça fonctionne, pour ainsi dire, quoi qu'il arrive. En principe. De toute façon, il ne faut jamais brouiller l'écoute du voisin. Ça, c'est un principe. Bien placé. C'est une contrepartie. Et une contrepartie au passage. Voilà. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce que je disais aussi. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait, sur l'utilisation de bandes de fréquences, comment on va dire, on a une certaine éthique et beaucoup de règles à appliquer. Bon, malheureusement, il y a souvent beaucoup comment on va dire, de gens qui sortent un peu, qui font des bêtises. C'est partout pareil, comme sur la route. Notre autorité de tutelle, jusqu'à preuve du contraire, c'est la NFR, l'Agence nationale des fréquences, qui donne l'indicatif et qui est censé nous surveiller. Bon, il faut savoir, il y a un radioamateur très âgé qui m'avait raconté il y a quelques années qu'à un moment, c'était vraiment, les fréquences étaient vraiment très très écoutées. On ne pouvait vraiment pas dire n'importe quoi, alors que maintenant on peut, pour ainsi dire, raconter la blague que tu viens de raconter. Hein, il s'était souhaité bonne année. Pardon. Il s'était souhaité bonne année, d'accord, par l'intermédiaire de la radio. Eh bien, les 2 radioamateurs avaient reçu un courrier, d'accord, de l'administration de tutelle de l'époque, je ne sais pas quelle la NFR de l'époque. Parce que ils avaient utilisé un autre moyen que les moyens postaux, donc ils avaient utilisé la radio d'amateur pour se
souhaitaient la bonne année et que ça n'était pas autorisé dans le trafic radioamateur. Il n'y avait que les cartes postales, quoi. En gros, il n'y avait que les cartes de vœux, les cartes postales, oui, parce que tu devais, alors je ne te parle pas du fait que tu ne devais pas parler de politique, mais tu ne devais, à cette époque-là, parler que de l'électronique, de la météo, de conditions de station, de montage, de calcul d'antenne, mais il fallait faire, c'était vraiment très très encadré. C'était même trop encadré à mon sens. Mais prendre un courrier parce que tu aurais pu envoyer une carte postale, c'était. Jean-François ? Non ? Je suis tout oui. Bon, en gros, je vais passer vite fait parce que sinon la présentation, pardon, va durer très longtemps. On nous attribue donc un indicatif. Alors, en fonction de la classe, alors F0, il faut savoir que ce n'est pas un radioamateur nul, hein, ce n'est pas un mauvais radioamateur, c'était jusqu'à présent le premier pas, l'entrée, c'est-à-dire qu'il n'avait droit qu'à une seule bande de fréquence, la bande des 144 MHz aux 146 MHz, c'était la seule chose à laquelle il avait le droit. C'était un examen très simple qui donnait un premier, j'ai été moi-même F0. Et après, on avait la possibilité de passer. Alors, c'était des questions sur la réglementation, sur le monde du amateurisme. Et après, on pouvait passer un examen vraiment lié à l'électronique. Donc, passer F4 et ensuite passer F8 si on pratiquait correctement le code Morse. D'accord ? Voilà. Moi, je n'ai pas souhaité ni eu le temps de pratiquer le code Morse et de passer l'examen. Il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années, pour faire une homogénéisation européenne, toutes les classes intermédiaires, c'est-à-dire les F4 et les F1, on nous a autorisé à toutes les bandes et toutes les modes, parce qu'avant on n'avait pas le droit, les F0 avaient le droit aux 144-146, après les F1 ou les F4 avaient droit à tout ce qui était au-dessus de 50 MHz, mais maintenant on a droit à absolument toutes les fréquences. Ce que j'ai fait comme essai ce matin, c'était sur 14 MHz, on a absolument droit à tout. Pour la petite indication, je n'en ai pas parlé, mais parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur le radioamateurisme, il faut savoir aussi qu'on a droit à des expérimentations extrêmement intéressantes, parce que on a droit aux 144 MHz, aux 430 MHz, mais après ça monte très très vite en fréquence. On a droit au 1 giga 2, au 2 giga 4, au 4 giga 8. On a droit aux 10 giga, 24 GHz, et là c'est carrément de l'expérimentation, parce qu'il y a des gens qui font des choses absolument extraordinaires sur des toutes petites paraboles, qui font des liaisons à vue et qui arrivent à battre des records de distance sur les ondes. Et ce sont des choses qui font avancer même le milieu scientifique dans la propagation des ondes, le pointage des antennes. Enfin, c'est vraiment, il y a des radioamateurs. Alors moi, je me considère comme un tout petit radioamateur. Hein. Je suis vraiment j'ai même pas été fichu de faire fonctionner mon PK 232, c'est pour vous dire. Mais j'ai rencontré des fois des techniciens, des gens qui font des cornets à gigahertz, ils vont souder des plaques de cuivre pour faire un cornet spécialisé qui va permettre d'être extrêmement directif dans une direction. Et je vous parlerai de longueur d'onde après. Il faut savoir que quand on commence à bricoler, mais c'est même plus du bricolage, c'est vraiment là de la super technique. Il faut savoir que quand on est dans la bande des 10 GHz, des 24 GHz, même une soudure peut devenir une antenne. Parce que la longueur d'onde, je vous expliquerai après quelque chose de très intéressant, une soudure peut devenir une antenne et faire une diffraction, enfin comment on va dire, peut vraiment déstabiliser tout le montage. Voilà, donc il y a des gens qui sont vraiment... pardon. Oui, enfin, on est dans de la microélectronique, on soude à l'air chaud, on a des composants qui passent des fréquences très élevées, les composants sont extrêmement petits, les circuits imbriqués sont extrêmement optimisés justement pour guider l'onde, enfin c'est fou. Alors, pour faire des choses plus simples, un radioamateur, de quoi a-t-il besoin? Alors, bien sûr, on peut s'en servir dans sa voiture, on peut mettre un poste dans sa voiture. Et de quoi a besoin un radioamateur? Il a besoin d'une alimentation stabilisée en général, pour transformer le courant du secteur en 14 volts, 13,8 volts exactement. Ensuite, il utilisera un émetteur-récepteur
Alors, en fonction des bandes de fréquences qu'ils souhaitent utiliser, l'émetteur récepteur sera différent. Un micro, un manipulateur de morse pour ceux qui l'auront appris et ceux qui le pratiqueront, une boîte d'accord d'antenne. Alors ça c'est très important, je vous en parlerai 2 minutes après. Il faut savoir que pour que cela fonctionne, et je vous expliquerai quelque chose de très intéressant sur les longueurs d'onde, vous allez au moins apprendre un truc. Ah pardon, je suis sorti du champ, c'est pour ne pas passer au 20h. En fonction de la bande de fréquence utilisée, il faudra que l'antenne ait une certaine longueur, d'accord? La longueur de l'antenne est toujours adaptée à la bande de fréquence, d'accord? Sinon ça ne fonctionnerait pas. On ne peut pas mettre une petite antenne sur n'importe quelle, ou une grande antenne sur n'importe quelle bande de fréquence. Donc ceci, pour pouvoir se déplacer en fréquence sur l'antenne, va aider à corriger un petit peu les défauts de l'antenne. Voilà, c'est expliqué simplement, c'est pas tout à fait ça, mais c'est une explication simple. On mettra une boîte d'accord. Également, un contrôleur de communication qui peut être un PK232, Jean-François, qui l'a fait fonctionner, hein, mieux que moi, et une antenne. Alors là, bien sûr, l'antenne, je vous en parle juste après, sera différente selon la fréquence. Bon, après, les obligations du radioamateur, toujours tenir un carnet de trafic. Bon, il est certain que en 2019, l'administration ne viendra plus contrôler le carnet de trafic de l'amateur. Par contre, il y a 50 ans de ça, on pouvait venir chez vous, demander le carnet de trafic, savoir avec qui vous alliez trafiquer, et il fallait que ce soit exact. C'était vraiment très strict. Il fallait donner l'heure, la date, la fréquence, le type de modulation, l'heure de début, l'heure de fin, c'était vraiment très compliqué. Bon, après, tout ça, c'est un petit peu du blabla qu'on a mis pour donner quelques indications. Bon, après, il y a ce dont je parlais, c'était l'esprit OM. Normalement, quand on est radioamateur, on doit aider les autres, radioamateur ou pas radioamateur. On doit aider les autres à monter son antenne. On doit, par exemple, si on sait que quelqu'un a besoin d'un composant et qu'on l'a, il faut pratiquement le donner gratuitement. Il y a une obligation de... Ah oui, le radioamateur, alors j'ai trouvé ça sur internet, je l'ai mis parce que ça m'a fait rigoler. Fidèle, peut-être que le radioamateur ne doit pas tromper sa femme, je ne sais pas, c'est une règle. Il doit être progressiste, alors ne pas refuser le progrès, c'est-à-dire ne pas dire normalement, ah ouais, ton truc c'est nul. Non, il faut écouter les autres pour voir si ce qu'il a fait ne peut pas nous amener des choses intéressantes. Je suis dans le champ. Oui. Bon, il doit être amical, bien sûr, équilibré. Bon, ça, ils ne le sont pas tous, il n'y a qu'à me voir. Hein. Et patriotique. Bon, après, bon, ça, c'est des trucs que j'ai vus sur Internet, ça m'a fait rigoler, mais normalement, on doit se mettre sur réquisition de l'administration au service de la nation. Donc, c'est ce que je disais. J'aurais pu servir de point de retransmission, puisqu'on est quand même très haut et on arrose une très grande partie de la région où nous habitons. Je m'attendais à ce qu'on débarque, pour dire est-ce qu'on peut mettre une antenne et tout ça, et personne n'est venu, et on m'a rien demandé. Pour discuter, le radioamateur utilise quelques termes amusants. Alors, l'intérêt, c'est de raccourcir. Alors, c'était surtout vrai en télégraphie, parce qu'en télégraphie, il est plus simple de générer 3 lettres, d'ailleurs, que de poser une question. Donc, si jamais en télégraphie on demande QRA, quel est le nom de votre station? Donc, on doit répondre au nom de la station. Donc, dans ce cas-là, on donnera son indicatif. Si jamais en télégraphie on demande QTH, où êtes-vous situé? Donc, normalement, on doit dire je suis situé à tel endroit. C'est passé dans le langage courant. Il y a un truc qui a sauté, pardon. La QRG, c'est la fréquence. Sur quelle fréquence, par exemple, devons-nous dégager? Parce qu'on brouille ou nous sommes brouillés, donc on va sur une autre QRG. Ça a été intégré au langage des radioamateurs et bien souvent déformé. Donc maintenant, ça, ce sont les termes exacts et leur transcription exacte. Dans la vie de tous les jours des radioamateurs, ça a été un petit peu déformé. Bon, on utilise aussi l'alphabet international.
Bon, c'est quand même quelque chose qui est très, très utilisé. Moi, ça m'a bien servi parce que je travaille dans les communications sur les bateaux. Donc, c'est un alphabet vraiment international qui est utilisé. Et on est censé connaître par cœur, puisque c'est même une question de l'examen. Et normalement, on doit obligatoirement passer son indicatif avec les 3 lettres. Moi, je dois me dire F4, CZD, appel, et après, je dois répéter Foxtrot 4, Charlie, Zulu, Delta. Et alors, il y a aussi des fois des gens qui remplacent par Zanzibar, le Z, ou normalement, on doit les reprendre et leur dire c'est pas correct, parce qu'on entend Guatemala, Maroc. Moi, je dois entendre Golfe, Mike, et pas Guatemala, Zanzibar, Maroc. Bon, mais il y a toujours des gens un peu riches. Bon, ça c'est rigolo aussi, on a quelques termes utilisés. Donc, moi, je suis censé être un OM, d'accord, un homme. Émilie est officiellement mon YL. Si nous étions mariés, elle serait mon XYL. Il y a quelques termes rigolos comme le CQ. Alors c'est CQ, c'est la traduction de je vous recherche, d'accord, ou j'appelle et je vous cherche. Bon, il y a Shack. J'en ai entendu parler hier de Shack, puisqu'ils ont parlé de Tanguy Radio Shack. C'était au départ le poste de radio des bateaux. Donc, maintenant, moi j'ai un Shack aussi, c'est une pièce sombre en bas dans laquelle j'ai fait mon matériel de radio. Certains l'ont visité ici, ils ont eu cette chance. Et Contest, c'est un concours. Pile-up, alors ça c'est quand même, il faut, c'est peut-être le meilleur truc qui existe dans le domaine du radioamateurisme. Alors, comme j'ai tout foiré, on essaiera quand même de le faire en phonie demain. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pile-up? C'est quand j'ai eu un indicatif donc, pour cette manifestation, qui était M2 à PPL, qui m'a été octroyé par l'administration après demande. Et j'ai fait un dossier, un vrai dossier. Et donc, normalement, quand il y a des indicatifs rares qui émettent, eh bien, tout le monde veut le certificat, je vous le montrerai après, le certificat de confirmation de contact. Il va vouloir une QSL. Une QSL, c'est une carte qui confirme que le contact a bien été fait. Alors, je vous montrerai aussi pourquoi les QSL sont intéressantes. Et donc, on crée, quand on a un indicatif rare, un pilot, c'est-à-dire qu'on s'annonce, et là, il y a le monde entier qui vous répond. Et alors là... Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Non, ah non, je veux faire le contact. Je veux faire le contact. Donc là, voilà. Et alors là, il faut faire la police. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les big guns, les gens qui ont de grosses antennes ou de gros amplis qui vont appeler, qui vont passer par-dessus. Il faut faire la police. Il faut demander. Alors on trouve un mode, par exemple, on va dire je veux d'abord tous les F. Donc tous les Français vont être autorisés en premier. Après il va dire je veux tous les Y, et bien, tous les Yougoslaves vont être autorisés. Et on crée un pilot. Et on l'avait fait à la Montagne Noire, on avait fait au Radio Club de la Montagne Noire il y a une quinzaine d'années. Je vous promets que ça vous met les poils sur les bras comme ça. C'est absolument génial. Parce qu'il y a le monde entier qui vous appelle. Donc on va entendre le JA, quelque chose, un japonais qui va appeler, qui va être un peu écrasé par un italien, parce que ce sont des gens pas très corrects en général, par des Russes, etc. Mais c'est quand même un très très grand moment. Je crois que rien que ça, c'est un très grand moment. Voilà, on peut faire donc des pile-up. Un DX, c'est un contact lointain, ça peut être super intéressant. Il y a quelques semaines, j'ai fait plusieurs fois l'Arabie Saoudite consécutivement, et c'était le monsieur parlait un français impeccable, et c'était vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de domaines de satisfaction dans ce loisir. Et après, bon, 73, ça veut dire salut. Il y a une extension qui est 51 aussi, qui n'a rien à voir avec la boisson anisée. Et 88, je vous embrasse. Alors, je vous raconte juste un petit truc. Voilà le genre de questions qu'on peut avoir à l'examen radio-amateur. Alors ça, on a intérêt à le savoir sur le bout des doigts, d'accord?
parce que, je vais vous expliquer en 2 mots ce à quoi ça sert. Il faut savoir que dehors, d'accord, j'ai mis une antenne filaire, d'accord, dont une partie va être le contrepoids, d'accord, et une partie d'éléments rayonnants. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'antenne qui va émettre le signal et l'autre partie de l'antenne qui va être un plan de sol. Parce qu'une antenne, pour fonctionner, a besoin d'un plan de sol. C'est radioélectrique, c'est de l'électronique, de la pure, d'accord? Et donc, ce qui va se passer, c'est que dehors, j'ai mis une antenne sur laquelle je souhaite trafiquer sur 14 MHz, d'accord? Et si on applique cette formule, d'accord, je ne la dirai pas de tête parce que je sais que c'est toujours bon, c'est pas grave, mais, pardon, c'est exactement non, c'est lambda sur F, lambda sur F, voilà. Et donc ça veut dire que dehors j'ai fait une antenne qui mesure 10 mètres parce que c'est un doublé demi-onde sur 14 mégas. Donc je vous laisse faire le calcul. Un doublé demi-onde sur 14 mégas, 300 divisé par la fréquence, ça va faire en gros 20, d'accord? On est d'accord demain? Ouais. Et comme c'est un doublé demi-onde, l'antenne va faire 10 mètres. 5 mètres d'un côté et 5 mètres de long. C'est très facile à... Par exemple, si je trafique... Pardon? Oui, mais tu as droit, et surtout que j'ai une boîte d'accord, tu as droit toujours à un petit radio, c'est pas... Oui, c'est ça, ça fait 5 mètres 25, donc voilà. Donc par exemple, il y a une fréquence que j'utilise beaucoup, c'est le 144 MHz. Si on divise le 144 MHz par 300, ça va faire 2, d'accord? Donc mon antenne idéale fera 2 mètres, et mon doublé demi-onde, ou ma demi-onde fera 1 mètre. Voilà. Donc c'est, pour calculer une antenne, il suffit de se servir de cette fréquence, mais, me direz-vous, si on monte... Ah, déjà Antoine s'endort, donc ça y est. J'essaie de calculer dans ma tête. Ah, voilà. C'est à 2 mètres. Et il faut savoir, donc, là où je parlais de choses très intéressantes, c'est que quand vous commencez à être sur du 24 gigas comme le font certains radioamateurs, et bien, divisez 300 par 24 gigas et il vous reste une antenne qui est grande comme ça, et allez la tailler, allez la diriger, allez chercher le signal du correspondant. Pour la portée de... À vue. À vue. Et alors, ta question est très intéressante. C'est exactement ce dont on se sert pour des liaisons de téléphonie par satellite ou de télévision par satellite. Si tu regardes bien, si tu as une parabole Canal+ sur le toit, eh ben, elle va être difficile à pointer, d'accord? Il va falloir vraiment la pointer, mais tu vas être en face vraiment comment on va dire, du satellite et tu ne pourras pas te décaler. Par contre, me direz-vous pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi on se sert d'une antenne si petite, d'accord, sur une fréquence si haute? Eh bien, tout simplement parce que plus la fréquence centrale, 24 GHz, sera élevée, plus on aura de largeur de bande, d'accord? Ça veut dire qu'on pourra... Alors, je vous fais juste au niveau théorie. C'est pas très exact, mais ça veut dire que la même antenne va pouvoir recevoir de 22 GHz à 25 GHz. Donc vous allez pouvoir passer une quantité, j'essaie de garder le micro dans la bouche, vous allez pouvoir passer une quantité de signal très importante. D'accord? Si, Eric, je te vois dubitatif. Si tu écoutes ta radio, 105.5 France Info, d'accord? Quand tu tournes le bouton, le son de la modulation de fréquence est bon, d'accord? Quand tu tournes le bouton, tu vas pouvoir écouter France Info de 105.5 à 105.6, tu vois, 7, et 105.3, parce qu'il va y avoir une excursion en fréquence, une largeur, tu vois, ce qui permet d'avoir ce son bon, parce que tu vas avoir une largeur de bande. Alors, il y a beaucoup de théories dans ce que je dis, mais c'est pour expliquer le principe. Ça va te permettre d'avoir un signal très bon. Par contre, si tu écoutes
je sais pas, radio, quelque chose, milliard radio, sur les grandes ondes. Eh bien, le son n'est pas très bon. Et la fréquence est très, très étroite. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu n'as pas écouté les ondes courtes depuis longtemps? Donc, plus on va monter en fréquence, plus on va avoir de largeur de bande. En plus, on aura droit à de la polarisation horizontale, la polarisation verticale, on aura beaucoup de bandes de fréquences, on pourra faire du multiplexage, on pourra passer du numérique. Donc, plus on monte, et c'est pour ça que, pour exemple, qui a Canal satellite ici, ou quelque chose comme ça? Non, mais je parle d'une parabole sur son toit. Qui a une parabole sur son toit? Bon, on a beaucoup de chaînes. On a beaucoup de chaînes sur une seule antenne qui pointe dans une direction. Pourquoi? Parce que on peut passer énormément de signal parce qu'on a une grande bande de fréquence. On a aussi derrière des satellites qui sont empilés les uns derrière les autres. Mais plus la fréquence est haute, plus on peut passer le signal. Voilà, je vous ai endormi. Bon. Je passe au suivant. Ouais, tu peux donner un exemple, la 5G, la 4G, la 3G. Eh ben, c'est pareil, c'est exactement pareil. Voilà, merci. Voilà. Il y en a un qui suit. Bon, après, je ne sais pas, ça vous rappellera peut-être quelques cours de physique. C'est le genre de choses qu'il faut savoir par cœur. P égale UI. Mais ça peut être intéressant pour savoir si sa machine à laver, son four consomme trop au moment où on les met les deux en même temps, son chauffe-eau, etc. Mais tout ça, un radioamateur, tout au moins le jour où il va passer sa licence, doit le savoir par cœur. Bon, le code Morse. Alors, moi je connais que quelques lettres. Contrairement, je tiens à dire que ce qui est dommage, c'est que je suis feignant. C'est très facile à apprendre. C'est très facile à apprendre. C'est très facile à apprendre. Surtout les gens qui font un peu de guitare ou de piano, de choses comme ça, c'est de la musique. Normalement, ça doit s'apprendre très facilement. Le peu que j'ai appris, c'est vite. Allez, pour finir, ça va être beaucoup plus ludique. Deux radios. Oui. En arrière. Le Morse. Je crois que Victor doit apprendre le Morse. Victor, d'ailleurs, c'est le V de Victor. Est-ce que c'est plutôt du hasard ou est-ce qu'il y a une réflexion sur le fait Les plus courts sont les plus fréquents. Oui. Je sais pas. Par contre, alors, je ne peux pas dire, mais j'avais lu 3 lignes où il avait vraiment étudié la chose. Voilà, il avait vraiment étudié la chose en fonction des lettres qui se répétaient le plus souvent. Voilà. Mais ça, il n'a pas fait ça au hasard. C'est pratiquement mathématique ce qu'il a fait. Je crois qu'il a soif. C'est pas bon, allez, ça va finir très vite. Ensuite, quand deux radioamateurs, notamment se sont contactés, bon, on va recevoir des trucs sympas quand même, hein. On s'envoie des petites QSL, des confirmations des confirmations de contact. Alors ça peut être le travail que fait l'OM, ça peut être sa famille, ça peut être une expédition, ça peut être tout un tas de choses. Bon, il y a des gens aussi, il y a des radioamateurs qui sont assez fous pour se faire larguer par avion, puis par bateau sur l'île de Clipperton, pour aller trafiquer, pour aller trafiquer pendant 15 jours en ayant des moyens, on va dire, pratiquement, alors ils s'alimentent par panneaux solaires. Enfin, il y a vraiment des choses qui font, des gens qui font des choses extraordinaires pour la communauté radioamateur. Voilà. Alors, ce que je disais, parce qu'on est quand même au Festival Apple II, je disais, mais je l'ai dit peut-être un peu trop tôt dans la conférence, c'est que c'est vraiment, le souvenir que j'en ai, c'est le premier ordinateur qui a amené autant aux radioamateurs. Voilà. Parce qu'on pouvait gérer des fichiers, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai posé la question sur quelques groupes, il y avait des gens suffisamment costauds techniquement pour faire des cartes RTTY, des cartes qui permettaient aussi de faire de la slow scan TV, de la télévision à balayage lent. Alors, on était en 84, 85, 86.
on faisait afficher très très doucement une image à l'écran, mais ça fonctionnait, d'accord? Et donc, seul l'Apple II a permis de faire ses premiers modes numériques, entre guillemets, sur la radio. Franchement, je me souviens parce que j'habitais à Bayonne, j'étais très proche d'un magasin qui s'appelait General Electronic Service, et ce gars-là vendait du matériel pour les radios amateurs, et c'était à cette époque-là, tout le monde voulait un ordinateur relié à sa station. Enfin, ça avait parce que je pense qu'il y avait le contact humain, il y avait éventuellement le Morse, le fait de contacter des pays lointains, mais il y avait surtout l'interfaçage de l'ordinateur qui lui faisait décupler le loisir. Bon, quelques petites anecdotes et quelques petites choses là. Le radioamateurisme au cinéma, c'est dommage parce que il y a peu de films sur les radioamateurs. Peut-être que le sujet n'est pas très porteur et fait peut-être pas rêver les foules aussi. Hein. C'est peut-être moins intéressant que des explosions. Mais on a eu Si tous les gars du monde. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Oui. Franchement, c'est sympa. Bon. Après, c'est vraiment un film des années 50. Je ne sais pas si ce genre de mot, parce qu'il y a une espèce de morale dans le film qu'on ressent déjà dans le titre. Je ne sais pas si ce genre de morale de nos jours est bien accepté ou bien ressenti. Bon, il y a eu un film que je n'ai pas vu par contre, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Sergio et Sergueï, sur le radioamateurisme. C'est un cosmonaute abandonné dans la station russe, qui a comme dernier interlocuteur je crois que c'est un Cubain. Voilà, un Cubain. Je ne l'ai pas vu, il paraît que c'est très très bien et qu'il se lie d'amitié. Bon, on m'a dit que c'était par contre, c'était pas très radio-amateur, mais bon, ça mérite d'exister. Je crois que cette série s'appelle en français, alors ça s'appelle La Semaine Saint-Denis. En français, ça s'appelle Qui est le chef ou en français. Bon, c'est une série où le héros est radio-amateur. C'est une des rares séries où ça parle un petit peu de radio-amateurisme. Pardon? Papa Bricole? Il y avait une série avec voilà. Mais peu de séries ont... Si, il y avait dans Alf, vous savez, l'extraterrestre qui voulait bouffer des chats, là. Le père de la famille. Voilà, le père de la famille. Il y a un album de Spirou et Fantasio. Et alors, tu crois pas, c'est bien dire. Alors, juste, je vous la ferai écouter si vous voulez. Je pense que tu pourras nous faire un remix, historien. Parce que, franchement, il faut écouter le tube, c'était quelque chose. Il paraît qu'il a vendu quelques albums. Philippe, juste pour l'anecdote, dans Gravity, il y a une séquence radioamateur. Oui, tout à fait. C'est vrai. C'est absolument vrai. Et alors, il faut savoir que Franquin s'est fait engueuler pour cet album. Je sais pourquoi. Ah, vas-y. Parce qu'en fait, le titre, quand il est paru dans la revue Spirou, c'est QRM. Exactement. Sur Bratzenburg. C'est sur Bratzenburg. Et c'est tout à fait vrai parce que QRN, c'est plutôt quel est le type de brouillage, alors que normalement, le vrai titre, ça aurait dû être QRM, c'est il y a du brouillage. Voilà. Ah, il y a et voilà. Et il paraît, alors je ne sais pas si c'est vrai, que quelques albums ont été réimprimés avec QRM et ces albums sont très recherchés. Voilà. Parce que le vrai titre, ça aurait été bien. Bonne intervention. Allez, pour finir. Avec quelle fréquence c'est pour recevoir quelque chose avec la queue du marsupilami? Eh bien, il faut calculer la longueur de sa queue. Il faut calculer la longueur de sa queue. Voilà. Quelques radioamateurs. Alors, là où je vous dis que le radioamateurisme, moi j'aurais entendu FO5 GJ, j'aurais été content de le contacter quand même. Vous savez qui c'est? Ah oui, oui, voilà. Et alors, il est silent key, c'est-à-dire qu'il a posé son manipulateur de Morse et qu'il est décédé, c'est une clé silencieuse. Silent key. Voilà. Et en Morse, c'est tititi, ta, tita. Voilà. Le cas, c'est ta, tita, c'est la fin de transmission. Donc, il est décédé. Il y a eu quelques têtes couronnées. Juan Carlos, il a trafiqué un petit peu.
Voilà. Alors lui, par contre, il est décédé également, mais c'était le roi de Jordanie, Hussein de Jordanie, et c'était un vrai radioamateur qui n'utilisait pas un Apple II, mais qui utilisait un Zénith, un système pour gérer sa station. Voilà. Mais quand on voit ça, en fait, il y a beaucoup de personnes âgées. Ah, je me disais, je pensais que j'allais avoir une vanne là-dessus. Mais alors, tu vois, ce que je trouve dommage, et c'est bien que tu en parles, c'est dommage parce que moi, en m'intéressant à ça m'a intéressé de faire plein de trucs. Aussi bien des Lego que du train électrique. C'était le sens de la question. Est-ce que c'est une activité mais pas les jeunes d'aujourd'hui, parce que ça ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent. Internet a pris le relais. Et bien, Internet a pris le relais. Et ce qu'ils veulent, c'est que ça fonctionne de suite. Tu as vu mon truc fonctionner de suite? Non. Parce que ça ne va pas marcher. Il y a un jour où ça va fonctionner parce qu'on se sera embêté avec Jean-François et qu'on aura compris avec Victorien qui m'a prêté un câble et trucs et ça fait bouillir. Et j'ai l'impression que les gens, ça ne les intéresse plus. Et tu vois, je vais te raconter une histoire. Un de nos meilleurs amis là, c'est le technicien-chef de la société ICOM qui vend des postes de radioamateurs. Il m'a dit, on a convoqué des gens avec des diplômes soi-disant très élevés, d'accord, en électronique, mais il m'a dit ça ne les intéresse pas. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça parce qu'on leur a dit qu'ils travailleraient certainement chez Airbus ou chez Motorola ou enfin ça s'appelle plus Motorola, je ne sais plus quoi. Et en fait, Freescale, voilà, qu'ils auraient une place où on viendrait les chercher à la sortie de truc. Mais il m'a dit tu les mets devant un fer à souder, tu les mets devant un poste à souder, tu les mets devant un multimètre, ils ne savent rien faire. Voilà. Et ça, c'est dommage. Et tu dis c'est un truc de vieux, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent que ça fonctionne de suite et ça ne les intéresse pas de chercher, à chercher pour faire tatata dans un jeu labyrinthe, où ils vont chercher. Mais pour un truc vraiment d'électronique, alors, tu as déjà vu un jeune de nos jours réparer quelque chose? Les jeunes, ils s'en foutent. Si, il y a des jeunes qui montent des repères café, il y a des jeunes qui... Ouais, mais ils font figure d'extraterrestres. C'est vraiment... Ça sera peut-être la solution de demain. Ouais. Parce que tu faisais pas figure d'extraterrestre quand tu étais jeune? Si, un petit peu. Il n'a pas changé. Parce qu'aujourd'hui, il ne considère plus comme un extraterrestre. Mais tu vois... Parce qu'on est entre deux. Mais non, mais tu vois, j'avais beaucoup, à cette époque-là, quand on était jeune, j'avais beaucoup de copains avec qui on bricolait. Tu vois, c'était, même avec de tout petits moyens, voilà. Alors lui, il a un indicatif, mais il n'a jamais trafiqué. Ça, c'est un peu bête. Et alors là, le meilleur pour la fin. Alors là, le jour où elle s'annonce, je pense qu'elle... Exactement. Vous savez qui c'est? On a fait du 6502. On peut y foutre des claques? Ah non, mais non, mais non, oh non. Ah moi je l'adore. Il y a un putain d'ampli Macintosh derrière. C'est vrai. Ah ben non. C'est un DAC, hein? Oui. Monsieur, elle est extraordinaire. C'est qui? C'est une geek. Elle s'appelle Jerry Ellsworth. Et c'est une grosse hackeuse du Commodore 64. Ah ouais. Et je pense qu'elle est... Enfin, je l'ai vu parler, je pense qu'elle se raconte pas. Enfin, mon avis. Bon, allez, un autre. On l'appelle? Et AI, ça vient d'où ça? Bon, on passe très vite. Ça. Hein? Tiens, c'est ce que lui? Oui. Et il n'y a pas mal d'heures, par contre. Ouais. Mais... Bon, il est radioamateur. J'ai jamais entendu, mais de toute façon, si j'entends, je ne réponds pas. Non. Ah, alors qui c'est? Un canard? Oui, c'est pas. Oh non, allez. Où sont les geeks là? Virgin? Hanson. Jim Henson? Si c'est double Jim Henson? Oh non, je pensais bien. Donne-moi un indice, on dirait me mettre. Ah, d'accord. C'est Nolan Bushnell. Ah, c'est Bushnell. Avec la barbe. Ouais, c'est la barbe. Ah, c'est là. Ça fait 40 ans qu'il n'a rien fait d'autre. Il est pas escap, lui? Alors, question subsidiaire là. Hein, Stéphane?
Bah, je la connais celle-là. Bon, on l'appelle. Ouais, on l'appelle. Alors, c'est-à-dire que comme elle avait un QI assez bas, elle avait d'autres avantages. Elle n'a jamais eu sa licence de radioamateur. Par contre, elle a aidé beaucoup de radioamateurs à ériger leur pilote. C'est vulgaire. Ah bah écoute, l'esprit radioamateur, c'est d'aider les autres radioamateurs. Hein? Ouais. Non? Ouais. Les 88. Tout le monde a reconnu. Bah, c'est l'idole de Stéphane. C'est Whittaker. C'est Maria Whittaker. Ah, mais vous voyez pas ça? Mais c'est celle. Mais oui. Elle n'a pas de problème pour respirer. Voilà, mais donc pas d'indicatif, mais beaucoup d'érections. Bien sûr. Bon, et alors j'ai appris, parce que j'ai fait beaucoup de recherches. Alors d'abord, c'est un peu comme 0 CZD et 4 CZD. Il a d'abord été dans sa jeunesse, parce qu'il avait monté entièrement son premier émetteur-récepteur, ce qui ne m'étonne pas. Il s'est appelé WV6VLY, et ensuite il a changé d'indicatif. Je ne sais pas pourquoi, mais il a abandonné parce qu'il trouvait ça maintenant ennuyeux. Bon, et alors, allez, le meilleur pour la fin. Moi, je pourrais mourir juste après si je rencontrais les deux en même temps. Mais ça coûte cher de les rencontrer. Oui. Hein? Il paraît qu'elle l'a harcelé au début pour poser des questions. Ah bon, c'est vrai? Enfin, moi, elle n'aurait pas besoin de me harceler en même temps. Je parle sur un plan technique. Hein. Merci. Voilà.